Bonjour. Alors, on est rendu à expliquer certaines parties qui sont autour des convertisseurs. Euh, Entre autres, je vous ai parlé au début, en entrée de jeu du fascicule N13, je vous ai parlé du filtre anti-repliement. Euh, il y aura dans la liste de lecture suite à cette vidéo-là, vous avez tout de suite après, je vais avoir rajouté ce lien-là. Ça explique un peu justement ça parle un peu de ça, anti-repliement et anti-recouvrement. On voit quand même assez bien justement le problème que ça cause de ne pas filtrer le signal qui rentre. Euh, le problème, ça va être lié à la fréquence de Nyquist justement. OK? Donc, je vais y revenir plus tard, mais ça va être super important d'en tenir compte pour être certain qu'on n'a pas de problème lorsqu'on acquisitionne le signal. Euh, et c'est pas toujours possible d'avoir un fil d'anti-repliement parce que parfois on est capable d'ajuster la fréquence d'échantillonnage. Puis quand on ajuste la fréquence d'échantillonnage, il faudrait être capable d'ajuster en même temps le filtre pour que ça suive. Ce qui est pas toujours évident. Fait que certains circuits ne contiennent pas d'anti-repliement. Fait qu'ils s'attendent juste à ce qu'on capte pas de fréquence plus élevée que la fréquence d'échantillonnage. Fait que des fois, ça donne des drôles d'effets. On appelle ça un signal fantôme. En tout cas, j'ai souvent entendu ça. En fait, c'est que tu écoutes, mettons, mais si on y va avec de l'acoustique, tu écoutes, t'entends rien, parce que notre oreille n'est pas sensible à des hautes fréquences. Puis si tu as un convertisseur qui va, mettons, jusqu'à 20 kHz, puis qu'il y a un signal de 40 kHz euh, sonore, puis qu'il n'y a pas d'anti-repliement, ben on va avoir l'impression qu'il va avoir un signal quand on va l'écouter, on va écouter la version enregistrée, on va avoir l'impression qu'il y a un signal de plus basse fréquence qui a été enregistré alors que c'est pas le cas. C'est une fréquence de haute fréquence. C'est un signal de haute fréquence. Euh, on va voir ça souvent sur les oscilloscopes, on va le voir parce qu'il n'y a pas d'anti-repliement sur les oscilloscopes. C'est super important d'en tenir compte, il faut le savoir. Mais quand on le sait, il n'y a pas de problème. On voit quand même un patron qui revient. Des cartes de son, des cartes de son de qualité plus médiocre. Il n'y a pas de filtre. Ça fait en sorte que tu rentres un signal de plus haute fréquence, puis tu as l'impression d'avoir une basse fréquence. Ben, c'est parce qu'il acquisitionne un point sur deux. Ben, juste un exemple. Exemple, un point sur deux si on a un signal sonore du double de la fréquence d'échantillonnage. Je vais aller au tableau, je vais pouvoir vous montrer ça. Là. Mais un autre exemple, quand vous regardez un film de char, vous regardez un film avec des autos, puis là, il y a une poursuite, puis là, tu vois l'auto, elle arrive, puis là, elle tourne, puis là, elle ralentit, puis là, la roue, tu regardes la roue, elle tourne d'un bord, puis là, il ralentit, fait qu'elle se met à revirer de l'autre bord, puis là, il réaccélère, elle arrête de tourner, t'as l'impression qu'elle arrête de tourner, puis elle recommence à tourner de l'autre bord. Elle n'a pas arrêté de tourner. Elle s'est pas mis à virer non plus de l'autre bord. Qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'on a une fréquence d'échantillonnage à 30, 30 Hz, 32 Hz, 60 Hz, peu importe. On a une fréquence d'échantillonnage d'images. Ben, les images sont prises à une cadence précise et la roue, quand elle tourne, on va avoir une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça. La séquence de photos va nous donner l'impression qu'elle tourne dans ce sens-là. Mais si je prends une photo comme ça, elle fait un tour complet, puis là, elle est comme ça. Puis là, elle fait un tour complet, puis là, elle prend une autre photo comme ça, prend une autre photo comme ça. Tu vas avoir l'impression qu'elle fait tic, 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 tic. Dans le fond, c'est qu'on n'a pas assez de points. On n'a pas assez de points pour... faut que je regarde là, faut que je m'habitue à regarder là.
Parce que je me regarde là, mais c'est pas là, c'est là. Donc, on s'habitue. On s'habitue. Non, je me suis pas habitué encore. Donc, on voit la roue. On a l'impression qu'elle fait touc, 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 touc. Mais dans le fond, elle tourne beaucoup plus vite. C'est qu'il n'y a pas assez de points pour être capable de voir le mouvement de façon fluide. Il manque des points. Et c'est pour ça que ça fait ça. Parce qu'une roue qui tourne quand on a une poursuite en auto, ça tourne quand même à une fréquence assez élevée. Donc, la fréquence de coupure d'un filtre anti-repliement est habituellement au plus égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, mais peut aussi être plus petite. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échantillonner vraiment plus rapide, puis on va couper en dessous de ça, pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème de repliement, justement. Donc, ça va nous donner, ça c'est notre spec qu'on va avoir, du signal. Puis le signal d'échantillonnage, il est ici, ma fréquence est ici. Fait que je vais essayer de couper en bas de ça, en bas de la fréquence d'échantillonnage. Donc, si on coupe comme il faut, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, ça serait bien. On aurait coupé correctement. Pour que, justement, il n'y a pas de repliement qui peut être possible. Le repliement, c'est ce qu'on voit ici. Il y a du repliement parce que on acquisitionne à des fréquences qui sont un petit peu trop faibles. Et ça fait en sorte que le signal qu'on lit ici, en fait, il nous donne l'impression qu'il est là. Donc, c'est pour ça que c'est pas bon. Et à cause de ça, je vais aller au tableau. J'aime mieux le tableau. Les tableaux. Vous voyez que je séquence mes affaires. Hein? Vous avez vu ça tantôt dans une autre vidéo. OK. Si on y va avec un graphique, je fais une onde sinusoïdale. OK? Puis, cette onde sinusoïdale-là, c'est un signal analogique. Je viens prendre des points à des intervalles réguliers. OK? La période de ça, OK, mettons que ça, c'est de là à là, ça, c'est 1 kHz. 1 kHz, ça nous donne, c'est peut-être, je ne peux pas vous demander la réponse. 1 kHz, je vais sortir ma calculatrice. Je devrais même la laisser pas loin. 1 kHz, c'est 1000 Hz. 1000 Hz, 1 sur... Non, évidemment. Bon. Il est tard, hein? 1 millième. Donc, 1 milliseconde. Ça veut dire 1 kHz, ça c'est 1 milliseconde. La période du signal, ça c'est 1 milliseconde. OK? Ça va? Et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.8. J'ai pris 7.8 points là-dedans. Fait que je prends mon 1 milliseconde divisé par 7.8. Ça me donne une période d'échantillonnage, P échantillonnage, égale à 128 microsecondes. C'est bon? À 128 microsecondes de période d'échantillonnage, ce que ça va me permettre de faire, plus, je mets des chiffres juste pour que vous voyez bien, là, ça me permet d'avoir un point là, qui, en passant, le point n'est pas nécessairement sur la courbe exactement parce que ça dépend de la résolution. Ça se peut qu'il soit un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. OK?
Mais pour les besoins de la cause, je vais le mettre dessus. OK? Un point là. Je vais me mettre devant pour bien le voir. Toc, toc, toc. Puis le prochain là, il n'y a pas de point ici. OK. Vous voyez que ma forme n'est pas, c'est pas un vrai bon sinus, là, parce que vous voyez que j'ai perdu. Puis ma fréquence d'échantillonnage n'est pas super précise, là. Mais vous voyez que si j'ai assez de points autour de ça, je devrais quand même voir mon sinus. Quelle est la période d'échantillonnage minimale pour que je sois capable d'avoir au moins l'information de la fréquence? Ben là, je ne peux pas attendre que vous me répondiez, fait que je vais être obligé de répondre pour vous. Mais je vais faire un petit... Faites une pause. Réfléchissez-y, puis vous repartirez la vidéo. OK? La fréquence, au minimum, il faut être capable d'avoir 2 points. À 2 points par oscillation du signal, je devrais avoir l'information. Je vais mettre une autre couleur. À 2 points dans l'oscillation, ce que ça va faire, je vais prendre les bouts, je vais avoir un ici, un point là, un point là, un point là. Puis là, même si ça décale un peu, ce qui va se passer, c'est qu'à la limite, j'aurai un point ici, 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 ici. Mais vous voyez que je suis toujours à la même... Le décalage entre les points rouges puis le décalage entre les points verts sont à peu près pareils. Okay? Entre là puis là, j'ai le même temps, puis entre là puis là, j'ai le même temps. Clair? Donc, en fait, la période d'échantillonnage qui va me donner au moins 2 points, en fait, c'est la période maximale parce que c'est une période, donc je suis en inverse. La misère avec mes crayons. Vous voyez, si je m'en vais placer le vert, la période, ça c'est la période du signal, PS. Je vais l'appeler PS. PS égale 1 milliseconde. Mais la période d'échantillonnage qui va me permettre d'au moins avoir 2 points, ben vous voyez bien que ça me donne, regardez, j'ai 2 points. Ça puis ça, c'est pareil. Entre là puis là, j'ai 2 points. Donc, dans le fond, si j'étais à l'échelle, on aurait exactement la moitié. Là, le vert serait vraiment à la moitié. Là, c'est parce que je ne suis pas à l'échelle. Mais ce que ça dit, c'est que ça, j'ai 2 points là-dedans, qui est en fait exactement la période du signal. Ce qui veut dire que ma période d'échantillonnage, il faut qu'au moins elle soit 2 fois plus rapide. Il faut que ça soit 2 fois... Ouais, ma période... Plus courte. Ma période doit être 2 fois plus courte que la période de mon signal que je veux acquisitionner. Bon, j'ai de la misère à dire. OK? Ce qui veut dire que ça va me donner 2 points. Si on transfère ça en fréquence, il faut absolument que ma fréquence d'échantillonnage soit 2 fois plus élevée que la fréquence du signal reçu. OK? La fréquence F d'échantillonnage, OK, est égale à en fait, plus grande ou égale à la fréquence max du signal reçu ou acquisitionné ou enregistré ou d'entrée. Plein de synonymes. Okay, fréquence max du signal
enregistré. OK? Ça, cette règle-là, c'est M. Nyquist, qui est un bonhomme qui a travaillé beaucoup en traitement d'enregistrement de signal, puis tout ça, au début des signaux numériques. Si vous allez chercher l'histoire sur ce bonhomme-là, il a travaillé dans le domaine, puis il a sorti des règles comme celle-là, la fréquence de Nyquist. Nyquist. Je pense même que c'est un Y. Ça doit être écrit dans mes notes. Nyquist. Où es-tu, petit Nyquist? En tout cas, on va y revenir. Ah, Nyquist, c'est N-Y. C'est bien ça. Nyquist. Donc, Nyquist a dit que la fréquence d'échantillonnage qui permet d'avoir au minimum 2 points dans le signal, c'est la fréquence de Nyquist. Okay? Donc, si par exemple, j'acquisitionne un signal que la fréquence maximum, c'est 20 kHz, hein, je reviens au son. L'oreille est capable d'entendre jusqu'à 20 kHz. Au-delà de ça, ça ne sert à rien. Fait que si je veux être capable d'enregistrer des sons jusqu'à 20 kHz, ben, il faut que j'aille au moins 40 kHz de période d'échantillonnage, de fréquence d'échantillonnage, pour être capable d'avoir l'information de la fréquence sur le signal. Évidemment, ça ne sera pas super beau, hein? Si je regarde mes points verts puis que je mettais un chemin entre les points verts, ce qu'on va avoir, ça serait un triangle. Donc, on voit que ça déforme le signal. Mais, on a l'information de la fréquence quand même. La fréquence de mon signal triangulaire est la même que la fréquence du signal sinusoïdal. Donc, j'ai quand même l'information de la fréquence. Même si j'ai une perte d'information, j'ai quand même un minimum d'informations. À un moment donné, il faut se mettre une limite. Puis cette limite-là, ben, elle est facile à trouver. Trouver d'autres limites, ça serait plus difficile. Il y en a une autre qu'on peut dire, nous, comme ingénieurs, ce qu'on va retenir, c'est qu'au lieu d'être 2 fois la fréquence de maximum, on veut avoir au moins 10 points dans un sinus. Donc, on va prendre la fréquence max, puis on va faire x10. Et en faisant ça, ben, ça va nous donner 10 points sur le signal maximum qu'on veut acquisitionner. Puis 10 points, c'est pas tant que ça. Souvent, quand on est en numérique, ben là, on est en facteur de 2, donc 2, 4, 8, 16. 8 points, c'est pas mal, c'est pas très beau. Fait qu'on va tomber à 16 points. À 16 points, là, ça commence à être déjà mieux. C'est pas parfait, mais 16 points, on reconnaît le sinus, même s'il y a des échelons dedans. Puis ça, on va faire ça ensemble. OK, je reviens sur mon essai. Je me suis promené un petit peu, là. Est-ce que mon curseur est OK. Oui, c'est ça. Donc, fréquence de Nyquist, ben, il y a un exemple ici avec... mon image, elle rentre pas bien dans le système. C'est pas pire. Il va falloir que je regarde ça. Donc, Harry Nyquist a observé que lorsque la fréquence d'un signal s'approche de celle d'échantillonnage, l'information de la fréquence du signal d'origine demeure intacte tant que la fréquence d'échantillonnage est 2 fois plus grande que celle du signal. On peut observer un phénomène de ce genre en utilisant une balle et un stroboscope. Donc, si tu fais rebondir une balle par terre, si on fait rebondir une balle par terre, ben, si on est capable de prendre une photo à chaque fois qu'elle est en haut, ben, ça fait en sorte que là, on n'a pas assez d'échantillonnage. On n'est pas capable de voir le trajet de la balle. On pense qu'elle flotte dans les airs. Si on prend 2 photos durant un seul rebond,
Ben, si on les prend pas mal au bon moment, on va l'avoir en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Donc, on va avoir deux positions. On peut voir quand même un peu la trajectoire. Puis, si on en prend un peu plus, 4 échantillons, ben, surtout si elle rebondit. Donc, on peut l'avoir à mi-chemin en haut, une partie. Donc, on voit que, d'après moi, elle devrait monter un petit peu plus haut que ça, ici, puis elle redescend. Euh, Donc, le théorème de Nyquist stipule que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois plus élevée que la plus basse fréquence à numériser. Que la plus basse fréquence? Oh oh! Que la plus haute fréquence à numériser. C'est une erreur ici. C'est la plus haute fréquence à numériser. Il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois plus élevée que la fréquence la plus haute à numériser. Ceci revient à dire qu'il faut un minimum de 2 points par période d'un signal pour avoir un minimum d'informations de ce signal. Au moins avoir le minimum d'informations de la fréquence du signal. Donc la fréquence de Nyquist est vraiment un minimum puisque si l'échantillonnage se fait sur un nœud, donc comme je vous montrais, si ça se faisait sur le nœud, hein, vous avez le ventre, l'œil ventre c'est en haut, les nœuds c'est vis-à-vis le zéro. Si je prends l'échantillonnage sur le nœud, je vais avoir l'impression d'avoir une ligne droite. Ça, vous allez l'observer dans le laboratoire. Okay? En général, lorsque c'est possible, on essaie d'avoir un échantillonnage qui se situe entre 4 et 10 fois plus rapide que la fréquence la plus élevée à échantillonner. C'est ce que je vous disais tantôt. Okay? Donc, cette fréquence de Nyquist-là est très importante. C'est toujours important de savoir c'est quoi vous devez échantillonner. C'est super important. Si vous ne savez pas c'est quoi vous échantillonnez, commencez par vous informer là-dessus. Vous devez connaître c'est quoi la fréquence max que vous devez échantillonner. Votre phénomène que vous essayez d'enregistrer, c'est quoi le maximum que vous allez avoir à enregistrer? Et c'est ça qui va vous donner la possibilité de choisir le bon convertisseur à utiliser. Les erreurs de conversion, lorsqu'on fait de la conversion, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes qui sont dus. C'était plus vrai dans le temps où on fabriquait nous-mêmes nos convertisseurs, mais ça peut arriver aussi dû à un bug informatique, un bug de programmation ou un bug dans le chip. J'ai déjà eu des bugs, pas nécessairement liés à la conversion analogique à numérique, mais j'ai eu des bugs de UART. Puis, je dois vous dire que on s'attend pas à ce que ça arrive, mais ça arrive. Fait que quand on observe des problèmes, faut investiguer jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, c'est pas nous le problème, c'est la compagnie qui fabrique le chip. Fait que si on est capable d'identifier et de mettre le bon vocabulaire sur les problèmes, ben ça nous permet de mieux acheminer l'erreur. Donc, une des erreurs, c'est un code manquant. Donc, un code manquant, si on regarde ici, il manque un bit à 1 qui devrait être là. Fait qu'à cause de ça, on a l'impression qu'il y a un petit bit dans la forme d'onde de sortie. Donc ça, on va déceler ça en mettant une rampe. Puis en mettant la rampe, on devrait voir que les échelons sont tous égaux. Si on voit ça, ben évidemment, il y a un problème. On peut avoir un code inexact. Ça c'est plus rare que ça arrive parce que ça serait une erreur de câblage. Donc, c'est tout simplement des bits qui ont été intervertis. Habituellement, ça arrive quand on le câble, mais comme on le câble pas, c'est pas un problème. Des erreurs de décalage, ça c'est plus des erreurs de calibration du convertisseur. Donc, si on n'a pas la bonne référence de tension, ça se peut que notre conversion nous donne des valeurs soit au-dessus, soit en dessous. Ça va être en ajustant nos tensions d'alimentation sur le convertisseur qu'on va être capable de faire ça. Regardez ici, décalage. Ça, c'est l'erreur de quantification. Ça, c'est plus la réalité. Voyez-vous, le point, il a été pris à ce moment-là.
Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on a... Je vais prendre le petit... Je sais pas si je peux prendre un crayon. Non, c'est pas un crayon. OK. J'ai oublié ça. C'est pas ça que je voulais faire. Euh, donc, les valeurs sont sur des échelons discrets, précis. Fait qu'entre la valeur réelle puis la valeur échantillonnée, quantifiée, il y a une erreur qui est là. Et ça, on peut le calculer. Donc, ça, je vais y revenir. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Parce qu'on va faire des exercices là-dessus. Mais on a un exemple ici. La quantification ajoute directement une erreur ou plutôt une imprécision de mesure. Les convertisseurs sont limités par le nombre de bits. Donc ça, c'est une erreur qui est due... c'est une erreur verticale, c'est pas une erreur temporelle. Au niveau temporel, vous ne ferez pas d'erreur si votre horloge est très précise. Mais au niveau de l'amplitude du signal, vous pouvez faire une erreur à cause du nombre de bits. Okay? Et plus le nombre de bits est élevé, plus cette erreur est faible. Donc, mais dans les microcontrôleurs, c'est une erreur qui est quand même assez importante dans certains cas. Donc, il faut faire attention. Si vous avez un convertisseur 8 bits, ben, vous avez juste 256 niveaux. Puis si vous regardez l'exemple, par exemple, un convertisseur de 8 bits permet de couper la plage de tension analogique en 2 à la 8, donc 256 possibilités. Donc vous avez 5 volts divisé par 256, ça vous fait par échelon 19,5 millivolts. 19,5 millivolts, c'est quand même beaucoup. Okay? Fait que ça veut dire que 19,5 millivolts, ça se mesure au multimètre, il n'y a pas de problème. Si vous montez à 24 bits, par contre, wow, là, vous êtes dans un nanovolt. Un nanovolt, il y a des multimètres qui ne sont pas capables de mesurer ça. Vous êtes peut-être capable avec certains oscilloscopes, mais encore là, on est vraiment dans un nanovolt, là, on est dans le bruit pas mal, là. On est vraiment à la limite de la capacité des oscilloscopes, surtout ceux qu'on a au cégep. Okay? Donc, la seule manière d'améliorer cette précision-là, c'est d'augmenter la résolution binaire, donc en changeant le nombre de bits du convertisseur. C'est là que vous allez choisir le microcontrôleur ou le processeur qui a des convertisseurs, ou vous allez rajouter un convertisseur à part qui va avoir la bonne résolution en fonction de vos besoins. Okay? Les exemples qui sont là, on va les faire dans une autre vidéo. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis on s'en reparle tantôt. Bye bye.